Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cette séance-là qui porte sur le support et transfert de l'information génétique. Tout d'abord, nous allons commencer par le plan du cours. Donc, nous avons une petite introduction, après support de l'information génétique, localisation de l'information génétique, la nature de l'information génétique, après la structure de l'information génétique. Ensuite, la conservation et transfert de l'information génétique, qui porte sur la variation de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire, la réplication, expérience de Mendelssohn et Stahl, le mécanisme, initiation, force de la réplication, élongation, terminaison, et après la comparaison, on va faire une petite comparaison entre les cellules eucaryotiques et les cellules prokaryotiques. La démarche scientifique commence par l'observation, les observations et poser des questions. On met des hypothèses, après des expériences, ensuite interprétation des résultats, enfin on met une petite conclusion. Une bactérie dans une bactérie. Nous savons qu'un couple de chats engendre uniquement des chats et un couple de chiens uniquement des chiens. Des êtres humains donnent évidemment des êtres humains. Au sein d'une même espèce, il y a une transmission et une conservation d'un même programme ou information génétique au cours des générations. Donc, toujours, il y en a une transmission d'une information. Donc, c'est ça, on l'appelle un programme génétique. Donc, où est-ce qu'il est localisé ce programme? Quelle est sa nature? Quelle est sa structure? Et comment se transmet-il? Premièrement, le support de l'information génétique. Pour déterminer la localisation de l'information génétique, nous avons ici une petite expérience. Nous allons extraire des ovules d'un xénope, une lignée sauvage. Après ces ovules, on va faire des irradiations aux UV pour détruire le noyau. Donc, simultanément, on va prendre chez un tétard du xénope, lignée albinos, on va faire des prélèvements de cellules intestinales. Donc, voici les cellules intestinales. On prend juste le noyau et on va le mettre dans la cellule ou bien au niveau de l'ovule et nucléé. Donc, nous avons ici une cellule, un cytoplasme de xénope et un noyau de tétard de xénope, lignée albinos. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va obtenir un tétard, puis un adulte albinos. Donc, il est possible d'obtenir un individu complet à partir du noyau d'une cellule somatique, que ce soit cellule intestinale, ou bien cellule de la peau, ou bien du rein. La conclusion, c'est quoi? C'est que chaque cellule somatique de l'adulte est dotée d'un génome complet. Le génome est localisé dans le noyau des cellules. Donc, l'information, ce qu'on peut retenir, c'est que l'information génétique est contenue dans le noyau. Donc, voici au niveau du noyau, la structure du noyau. Elle est constituée d'un nucléole au centre, une membrane nucléaire, une enveloppe menue d'un ensemble de pores. Donc, au niveau de cette enveloppe, il y en a deux membranes. Une membrane externe et une membrane interne. Donc, voici les pores. Et ça, c'est de la chromatine. Donc, la chromatine
c'est un mélange de protéines appelées histones et d'ADN. Donc environ moitié ADN et moitié protéines. Maintenant, on va passer à la nature de l'information génétique. Selon Frederick Griffith, en 1928, travaille sur Streptococcus pneumoniae, une bactérie responsable de pneumonie et de septicémie. Streptococcus existe sous deux formes, c'est-à-dire sous deux souches différentes. Il y en a S et R. S, c'est la forme normale possédant une capsule protectrice. Et la forme R, ou bien la souche R, c'est une forme mutante pouvant parfois apparaître à partir de S. Donc, ne possède pas de capsule protectrice. Donc, ça, c'est une souche S avec une capsule et la souche R sans capsule. Voilà, colonie rugueuse, donc type R, sans capsule. Donc, colonie, c'est un ensemble de bactéries. Colonie lisse de type S. Donc, juste la forme et l'apparence. La souche S est mortelle si injectée à des souris. Donc, ça veut dire, lorsque on met les souches, ou bien on injecte les souches S à une souris, le résultat, c'est la mort du souris. Par contre, la souche R est inoffensive. Ça veut dire, lorsqu'on injecte la souche R à une souris vivante, le résultat, donc, la souris reste vivante. Des bactéries S tuées à la chaleur sont évidemment inoffensives. C'est-à-dire, lorsqu'on a des souches S, on le chauffe afin de les rendre mortes. On l'injecte à une souris, donc le résultat, la souris est vivante. L'expérience de Griffith, on met les souches S mortes avec les souches R vivantes. Après, on l'injecte à une souris, donc le résultat, c'est la mort du souris. Donc, on va observer que la souris contient des S vivantes. Donc, le résultat, c'est que R devient S. Donc, ils ont une capsule. R, ils ont une capsule et deviennent S. Donc, leur action est semblable à l'action des bactéries S. Donc, les S mortes contenaient un facteur transformant pouvant modifier des R en S. Quelque chose, une information de S, est passée dans R et l'a transformée en S. Ce quelque chose se transmet de génération en génération. Donc, les S donnent des S. Le facteur transformant est un facteur héréditaire de Mendel. Donc, Mendel établit en 1866 que les facteurs héréditaires sont portés par des structures matérielles contenues dans les gamètes reproducteurs. Ces facteurs héréditaires peuvent se reproduire et se transmettre d'une génération à l'autre. Interprétation moderne de l'expérience de Griffith. S fabrique une capsule résistante
au système immunitaire. R ne peuvent pas fabriquer une des enzymes nécessaires à la synthèse de la capsule car elles n'ont pas la recette ou une recette défectueuse. S ont donné aux R la recette de l'enzyme, donc pour qu'ils peuvent fabriquer la capsule. Donc, de quelle nature est cette information qui serait passée des S mortes aux R vivantes? On a deux hypothèses. La nature peut être protéique ou bien des acides nucléiques. Donc cette information, elles peuvent être des protéines ou une acide nucléique, ADN.